Bienvenue sur Bon Voyage Proggy, la chaîne qui vous aide et vous motive à réaliser votre rêve de partir à l'étranger. Comme promis, je suis partie à la rencontre des agences qui proposent le programme au pair afin d'avoir le maximum d'informations pour vous aider à faire votre choix. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le programme au pair, c'est un échange culturel dans lequel vous partez vivre à l'étranger dans une famille d'accueil. Vous êtes logé, nourri, blanchi et en échange, vous occupez des enfants quelques heures par semaine, faites aussi un petit peu de ménage et vous recevez de l'argent toutes les semaines pour votre travail. Donc, aujourd'hui, j'ai contacté Cultural Care et c'est Mégane Garriga qui est team leader à Bordeaux et Jérémy Guillot qui est regional manager à Lyon qui vont donc répondre à mes questions. Ils ont été tous les deux au pair avec Cultural Care, donc aux USA, et je vais les laisser maintenant du coup se présenter et parler un petit peu de Cultural Care. Donc, salut Mégane et salut Jérémy, merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande de faire cette interview. Donc, je vous laisse parler un petit peu de tout ça. Merci Claire-Lise. Bon, du coup, je vais commencer. J'ai été effectivement au pair pendant 2 ans, il y a quelques années maintenant. J'ai été en Californie, à Palo Alto, donc dans le sud de San Francisco. Et puis, j'ai été à New York, à Manhattan. Et quelques années après, du coup, j'ai commencé à travailler pour l'agence pour faire réaliser les projets des futurs au pair. D'accord. Et du coup, moi, c'est Jérémy. Donc, j'ai également été au pair auparavant. J'étais à côté de Chicago, du coup, sur une durée de 1 an, entre mars 2018 et mars 2019. Et ensuite, une fois que je suis rentré, j'ai commencé de travailler pour Cultural Care. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je travaille pour Cultural Care sur la ville de Lyon. Et mon expérience s'est très bien passée. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu la partager et la faire découvrir à un maximum de personnes. D'accord. C'est génial parce que du coup, vous êtes vraiment un garçon et une fille. C'est vrai que souvent on me pose la question est-ce que les garçons peuvent venir? Donc c'est vachement intéressant de pouvoir avoir du coup ton expérience, ton retour, avoir au moins les deux facettes en tant qu'au pair. Que c'est génial. Du coup, est-ce que vous pouvez vraiment super rapidement parler un peu de Cultural Care? Du coup, l'agence Cultural Care, elle a 31 ans. Elle existe depuis 31 ans. Donc, 31 ans qu'on envoie des au pairs vers les États-Unis. Donc, c'est un programme d'échange culturel. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut promouvoir, c'est le fait de pouvoir partir à l'étranger, découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes, pouvoir voyager, améliorer l'anglais en même temps. Voilà, il y a tout un tas de choses que l'agence permet de faire grâce à ce programme au pair. Donc voilà, on essaye de faire un maximum pour que les personnes qui souhaitent réaliser leur rêve puissent le réaliser. D'accord. Ok. Au niveau des conditions, quelles sont les conditions pour Cultural Care pour devenir au pair? Alors la première des conditions, c'est d'avoir entre 18 et 26 ans pour pouvoir partir. Ça, c'est la condition principale. Ensuite, il faut avoir un petit peu d'expérience avec les enfants. Donc nous, on demande 200 heures d'expérience avec les enfants pour les filles et on demande 500 heures d'expérience avec les enfants pour les garçons. J'y reviendrai un petit peu plus tard du pourquoi, du comment, la différence entre les garçons et les filles. Il faut avoir un niveau d'anglais élémentaire, un niveau sortie de bac, donc c'est un niveau entre A2 et B1. Il faut avoir un diplôme équivalent au bac, donc que ce soit un bac, un CAP ou un BEP ou un autre équivalent. Il faut avoir son permis de conduire pour pouvoir partir, puisque vous allez être amené à énormément conduire une fois que vous êtes sur place. Il faut être ensuite en bonne santé, ne pas fumer. Et pour revenir sur le permis de conduire, il faut avoir aussi 1 an d'expérience pour les garçons avec le permis. Les filles, simplement le fait d'avoir le permis, ça leur permet de pouvoir partir. Alors pourquoi la différence entre garçons et filles? On s'est rendu compte que les garçons avaient un petit peu plus de mal à trouver une famille comparé aux filles. Donc c'est pour ça qu'on leur demande des critères un petit peu plus élevés pour derrière leur faciliter la recherche lors de la recherche de famille. Et on s'est rendu compte qu'avec ces critères un petit peu plus poussés, c'est plus facile derrière pour eux de trouver une famille. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour les garçons qui sont plus poussés à part la conduite? Peut-être plus d'heures dans la garde ou... Voilà, les heures sur la garde d'enfants, donc 500 heures minimum, et l'expérience de conduite d'au moins 1 an. Après, voilà, si on a plus d'expérience de garde et plus d'expérience de conduite, c'est toujours un plus. Mais voilà, c'est le minimum qui est requis. Ok, ça marche. Donc, en fait, il faut le minimum disponible combien de temps pour partir donc aux USA? Alors, un minimum de 12 mois, c'est la durée du programme. Donc, vous allez partir avec un visa et ce visa il est valable pour une durée de 12 mois. Vous avez même l'opportunité de rester 1 mois supplémentaire, donc un 13e mois. On y reviendra peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et on a la possibilité au total de rester jusqu'à 2 ans. Donc, il faut être disponible au minimum 1 an et jusqu'à 2 ans au total. D'accord. Est-ce qu'on peut partir toute l'année au pair?
Est-ce qu'il y a des mois en particulier? On peut partir à tout moment de l'année. On fait des départs toutes les semaines. Et en tout cas, les familles, elles recherchent à tout moment de l'année. Donc, ça ne se fait pas automatiquement aux rentrées scolaires. Ça pourrait être de septembre à septembre. Pas automatiquement. On a des familles qui recherchent à tout moment. À titre d'exemple, je suis parti de mars à mars. Donc, on peut partir à tout moment. D'accord. Et toi, Megan, du coup, tu es partie à quelle période? Je suis partie en plein juillet. Donc, D'accord. peut-être le bon exemple, on a des gros départs effectivement l'été. Hein. En quelle année vous étiez partie? 2018 à 2019, personnellement. Ok. Et moi, de 2015 du coup à 2017. Ok, ça marche. Est-ce que est-ce que les futurs au pair peuvent commencer leur démarche avant d'avoir leur bac, avant d'avoir leur permis, par exemple? Est-ce que c'est possible de lancer son dossier avant d'avoir tout ça? Alors, on peut lancer la candidature sans avoir encore tous les critères. On peut lancer la candidature sans même avoir le bac encore. Si on est pendant son année de lycée, de terminale, c'est totalement possible de commencer. Si on est en train de commencer le permis de conduire également, c'est possible. Ensuite, pour accéder à l'étape de recherche de famille, il faudra bien avoir son permis de conduire. Mais si on est en cours de passer le bac, on peut attendre on peut continuer les démarches, commencer la recherche de famille sans même avoir le bac. D'accord. Donc, c'est vraiment, je pense, au niveau du visa, quand on va aller à l'ambassade, que c'est là qu'il faudra. On peut pas aller à l'ambassade sans avoir les Voilà, papiers. il faut avoir voilà, ensuite tous les critères nécessaires pour aller à son rendez-vous à l'ambassade. D'accord. Ok. Et l'orientation sexuelle, est-ce que c'est un problème voilà, pour une agence ou pour les familles? Alors, pas du tout. Il faut savoir que c'est un programme d'échange culturel, donc il faut être ouvert d'esprit, donc que ce soit pour les au pairs, mais également pour les familles. Donc, pour entrer dans le programme, il faut être ouvert à ce niveau-là, donc que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, de l'ethnie, de la religion. Les familles, elles sont diverses et variées, et du coup, les au pairs qui partent également. Donc, on est totalement ouvert là-dessus. Donc, dans tous les cas, on peut le préciser, ce genre de choses, sur son dossier de candidature pour que les familles puissent le voir. Les familles le précisent également. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il y a différentes orientations sexuelles ou de religion ou quoi que ce soit, toutes les personnes sont bienvenues pour participer au programme. Ok, bah, c'est génial. Est-ce qu'on peut être à deux dans la même famille? Alors, À deux copines dans la même famille, est-ce que c'est possible? Alors, généralement, les familles, elles recherchent un ou une au pair, puisqu'elles ont un besoin pour faire garder leurs enfants. Elles n'ont pas forcément besoin de deux personnes. Donc après, ce qu'il est possible de faire, c'est de partir à la même date, de partir aux États-Unis en même temps, sur le même départ. C'est totalement possible. On se retrouvera du coup pas dans la même famille, mais il est possible de se retrouver dans la même ville, peut-être même dans le même état. Donc ça, c'est possible de le faire, mais dans la même famille, les familles ne recherchent pas de… D'accord, oui, c'est vrai que ça paraît difficile, à moins d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'heures. Voilà. Semaine, ça paraît quasiment En impossible. général, la mère de famille, c'est généralement la mère de famille, ou des fois le papa peut aussi rester à la maison quand il y a beaucoup d'enfants. Oui. Donc, généralement, une seule au pair ou un seul au pair, c'est largement suffisant. Ça suffit, c'est sûr. Et le niveau est vraiment attendu parce qu'on parle de A2, B1, mais concrètement, ça veut dire quoi en fait en termes de niveau d'anglais? Alors, c'est, comme je disais tout à l'heure, un niveau sortie de bac, donc c'est-à-dire être capable de se présenter à l'oral, de pouvoir répondre à des questions basiques, on va dire de la vie quotidienne, de pouvoir passer un coup de téléphone en cas d'urgence, aux urgences justement, pour expliquer rapidement ce qui se passe. C'est le niveau qui est attendu. Donc voilà, niveau A2, B1, c'est généralement difficile de s'en rendre compte. Donc nous, on fait passer des petits entretiens en anglais, voir comment vous vous débrouillez avec l'anglais, tout simplement. Et si le niveau est bon, pas de souci, on peut passer à l'étape supérieure. Si le niveau est un petit peu trop bas, on laisse le temps de retravailler, on donne des petits conseils pour justement permettre de l'améliorer et de se sentir ensuite plus à l'aise pour la suite, pour échanger avec les familles dans un premier temps. C'est important de se sentir à l'aise. Donc, dans tous les cas, on accompagne les candidats sur la partie en anglais. Si le niveau est un petit peu trop bas, on laisse le temps. Ce n'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on peut le repasser plus tard, l'entretien en anglais, si on se sent plus à l'aise plus tard. Donc voilà, à ce niveau-là, on peut continuer de travailler si on se sent un petit peu trop faible. Ok, c'est bien. C'est vrai que du coup, c'est pas si on n'a pas réussi tout de suite, c'est pas la porte n'est pas fermée. Voilà, exactement. La Okay. première fois, c'est généralement un petit test, voir comment on s'en sort. Si on arrive à le valider, c'est super. Si on n'arrive pas à le valider, on laisse le temps de le retravailler. D'accord, ok. Si on est déjà bilingue, est-ce qu'on peut quand même faire le programme anglais? Bien sûr, alors il y a des familles qui vont trouver ça intéressant dans le sens où du coup l'au pair est directement prêt à l'emploi, entre guillemets, est directement prêt à s'en sortir avec la langue, donc ça peut être un point positif. Et généralement, quand on part pour l'anglais, mais pour d'autres raisons. Donc si la personne est déjà bilingue, c'est sûrement qu'elle part pour d'autres raisons. Donc c'est également possible de partir en étant déjà bilingue. Il y a des familles qui seront intéressées par ce profil. D'accord. Comment ça se passe, les démarches voilà, avec Futuracare pour partir au pair? Un peu le process de l'agence, l'entretien, etc.
Au niveau du processus, c'est un petit peu basique. Le premier échange qui est fait avec les candidats, donc par téléphone ou par email, on voit ce qui les intéresse, ce qui leur plaît dans le programme au pair. Ensuite, on les invite à une réunion d'information pour qu'ils connaissent vraiment bien le programme et on suit leur candidature. Donc, il y a un dossier à faire en ligne et en anglais. Et durant toutes ces étapes-là, on accompagne les candidats. Et puis ensuite, après, c'est les entretiens, donc ce dont parlait Jérémy, l'anglais. Les gens sont un peu stressés, on le rate une fois, c'est pas grave, on peut le repasser. Et voilà, avant de passer à la recherche de famille. Tout ça, c'est le processus. Quelles sont les raisons pour lesquelles une candidature pourrait vraiment être refusée, mais vraiment refusée? Alors, une candidature qui est refusée, c'est tout simplement quelqu'un qui a au-dessus de 27 ans. Ce n'est pas possible de partir. Une personne qui est mariée aussi, qui a des enfants ou qui a ses parents aux États-Unis, carte verte, ça non plus, ce n'est pas possible du coup. C'est un refus de candidature. On peut postuler jusqu'à 26 ans la veille des 27, c'est ça? Ou Postuler, non, ça serait d'accord. pour préparer en amont son projet. On recommande quand même 6 mois, voire 1 an en avance pour préparer le projet. Donc, en fonction, si effectivement on a déjà le permis de conduire, les heures de garde d'enfant, ce genre de choses. Mais la veille on peut partir la veille de ses 27 ans pile poil. Donc, il faut être préparé quand même avant. D'accord, ça marche. Tu avais dit 6 mois, 1 an. C'est vrai que moi, en général, on me dit 3-4 mois. Du coup, aux États-Unis, c'est plus long de partir aux États-Unis. Ça prend un peu plus de temps, de la préparation, du dossier et tout ça. Ça peut prendre du temps. C'est en fonction beaucoup aussi de la motivation des personnes, de quand est-ce qu'elles veulent partir exactement. Donc, ça, c'est assez aléatoire. Mais les personnes qui ont déjà leur permis, c'est vrai que ça peut aller un peu plus vite. Après, il y a le choix des familles qui peut prendre plus ou moins du temps. Donc, aussi, ça, c'est assez aléatoire. Donc, il faut s'y prendre quand même effectivement à l'avance. Voilà, par exemple, on a beaucoup de candidats qui veulent partir déjà en 2021 et c'est bien, mais c'est vrai que comme ça, on voit un petit peu ce qui manque, ce qu'il faut travailler. Est-ce que justement c'est l'anglais? Est-ce que c'est des heures de babysitting à accumuler? Au moins, les personnes peuvent se préparer pour bien partir avant le départ. D'accord. Les gens qui veulent partir au pair, est-ce qu'ils sont aidés dans leur démarche? Donc, la création du dossier, la recherche, est-ce qu'ils sont accompagnés dans toute cette phase de création? Ouais, donc les candidats, ils sont accompagnés de A à Z à partir du moment où ils commencent une candidature chez nous, que ce soit pour le dossier, les entretiens, la recherche de famille, on est toujours là. Donc, on va venir souvent vers les candidats pour leur expliquer les prochaines étapes. Après, s'il y a des questions entre-temps sur le dossier, des petites questions sur des choses qu'ils ne comprennent pas en anglais, prévoir en avance leur date de rendez-vous pour un entretien, il n'y a aucun souci. Les personnes peuvent venir directement à nous pour nous demander. D'accord, ok. Au niveau du recrutement des familles, est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe? J'imagine que c'est pareil, ils ont aussi des cases à remplir pour être acceptés. Ouais, tout à fait. Ça, c'est très important et je sais que c'est une question que beaucoup de candidats ont. Donc, il faut savoir que le recrutement de candidats, c'est exactement la même chose, le même processus que pour les familles. Et il y a aussi une rencontre, un entretien qu'on fait passer aux familles de motivation, savoir pourquoi elles veulent intégrer le programme au pair, quels sont leurs besoins en termes de garde d'enfants. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a des bureaux sur place. Donc, c'est des personnes qui vérifient chaque famille, leur maison, si elles peuvent accueillir un ou une au pair, la chambre, ce genre de choses. C'est des petits détails, mais c'est très important. Et puis, c'est aussi casier judiciaire vierge, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, une famille comme un candidat peut être refusée pour différentes raisons si elle ne remplit pas les critères nécessaires. D'accord, ok. C'est vrai que c'est toujours une question, les gens se posent souvent la question, est-ce que c'est vraiment bien filtré? Donc, c'est bien de le savoir. Oui. Donc, comment maintenant se passe la recherche de famille? Donc, côté au pair, quand le dossier a été fait, il a été mis en ligne, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils trouvent les familles? Alors, c'est via effectivement notre plateforme, donc exclusivement Cultural Care. Ça se passe en ligne. Donc, c'est assez quand même pratique. Et c'est des dossiers de familles qui vont venir sur le profil des au pairs.
Donc, elles peuvent parler à plusieurs familles en même temps. Donc, ça permet de comparer un petit peu tout, les éléments, ce qui les intéresse, le nombre d'enfants, où la famille habite. Donc, c'est assez bien. Mais les familles font le premier pas. Après, c'est vraiment le choix des au-pairs de décider si oui ou non elles veulent partir avec cette famille. Donc, le choix est important de discuter avec tous les membres de la famille. Nous, on est là pour voilà, les conseiller, les aider, notamment avec notre expérience. Et on apprend à connaître nos candidats. Moi, je connais très bien mes candidats. Donc, je sais parfois ce qui peut vraiment bien leur correspondre et ce qui, voilà, là où il faut poser peut-être plus de questions. D'accord. Donc, c'est la famille qui les contacte, mais il n'y a pas un nombre maximum de familles qui peut avoir le profil à la fois. Si, il y a 3 familles qui peuvent. D'accord. Il y a 3 familles qui peuvent parler à une au pair en même temps. Donc, c'est important justement de faire une sorte de tri, de se dire, bon, j'ai vu le dossier de la famille, j'ai un peu discuté avec eux, je ne pense pas que ça va le faire pour telle ou telle raison. Dans ces cas-là, je refuse cette famille pour qu'il y en ait une autre qui puisse se connecter, etc. Voilà. D'accord. 3, c'est pas mal déjà, parce qu'après, c'est quand on a trop de choix, après, on ne sait plus. 3, c'est bien. Par expérience, vraiment, quand les candidates, elles ont plus, c'est compliqué à gérer pour faire leur choix, pour pouvoir discuter, voilà, chacun a aussi sa vie, il y a des décalages horaires. Donc, c'est vrai qu'on demande quand même à tous les candidats d'être assez responsive, être active vraiment quand ils reçoivent une demande. Et parfois, si on travaille, on a des activités, des choses à faire, ça peut être dommage de louper une opportunité. C'est sûr, non, c'est sûr. Au niveau des candidats, s'ils ont des critères vraiment spécifiques, donc tout ce qui va être religion, alimentation, par exemple végétarien, vegan, des allergies, est-ce qu'ils peuvent vraiment choisir une famille en fonction de ces critères-là? Est-ce qu'ils mettent en avant dans leur dossier? Dans les dossiers en fait des candidats, on pose ce genre de questions tout simplement, la religion, un régime alimentaire particulier, et c'est exactement ce qu'on peut retrouver aussi dans les dossiers des familles. Donc déjà, imaginons quelqu'un, je ne sais pas, qui est vegan. Les familles n'imposent rien. Donc, si la famille mange de la viande, que l'au-pair, ça ne la dérange pas de cuisiner de la viande pour les enfants, ou voilà, d'être dans un restaurant qui est de la viande, ce genre de choses. C'est ce qu'on demande aux au-pairs, d'être ouverts d'esprit. Les familles le seront aussi. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Après, si les candidats voilà, se sentent à l'aise avec une famille qui leur correspond vraiment, avec le régime alimentaire qui leur correspond, ou la religion, pourquoi pas? Moi, je suis partie dans une famille juive et du coup, je ne le suis pas. Donc, j'ai découvert une autre culture, d'autres fêtes. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, j'ai été ouvert d'esprit. Après, j'ai pu manger ce que je voulais. Ils ont été… moi, j'ai eu zéro problème avec ça, en fait. Donc, il faut en discuter, il faut communiquer avec la famille sur ce genre de choses. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou par rapport à ces sujets-là. Est-ce qu'on peut choisir une ville spécifiquement? Donc, je veux aller à Los Angeles, je veux aller à New York, je veux aller là. Est-ce que c'est possible? Jérémy, il aime bien ce genre de questions, donc je t'en prie. Donc, dans tous les cas, quand la famille va contacter le ou la candidate, l'au-pair va pouvoir voir sur le profil de la famille où est-ce que la famille habite. Donc, ça, c'est précisé. Donc, on peut faire son choix en fonction de la ville. On ne peut pas décider d'être contacté par une famille d'une ville spécifique ou d'un état spécifique, mais c'est possible d'être contacté par une famille d'une ville qu'on veut en particulier. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de se focaliser sur la famille plutôt que sur la destination qu'il y a inscrite sur le dossier, tout simplement parce qu'avec l'expérience, on s'est rendu compte que quand on fait le choix de la ville plutôt que de la famille, on est déçu au final, on n'a pas forcément les mêmes attentes que la famille et on se rend compte que ça ne se passe pas aussi bien. Alors que si on fait le choix de la famille, peut-être que ce n'est pas une ville qui nous attirait de premier abord. Ça peut très bien se passer. Et on a surtout l'opportunité de voyager pendant l'année et de pouvoir voir les villes qu'on souhaite. Donc, si on veut impérativement aller à Los Angeles et qu'on n'est pas dans une famille à Los Angeles, on peut quand même y aller et voyager pendant l'année. Moi, je ne savais pas, quand j'ai choisi ma famille, que j'ai dit, voilà, je veux partir avec vous, je vous adore, voilà, j'en suis sûre, c'est avec vous que je veux passer mon année. Je ne savais pas exactement où se situait la ville. Ah ouais? J'ai encore un peu honte. Je me rappelle, en fait, avoir vu California, me dire, OK, California, mais ne pas du tout avoir cherché exactement où était la ville. Quand je me souviens de ça, en fait, je trouve ça… parce que j'avais pas ce genre d'attente. En fait, j'étais vraiment ouverte d'esprit et ça a été vraiment la meilleure année de ma vie, hein. Donc comme quoi Palo Alto, Pas à San Francisco alors? c'est dans le sud de San Francisco. C'est ça, ouais.
Moi, j'étais à Danville, donc tu vois, c'était à peu près dans la même. Ah, c'était pas loin. Ah, mais moi, j'ai adoré en fait. J'ai adoré. Donc, c'est vrai que se focaliser sur une ville, ça serait vraiment dommage, quoi. Totalement, non, totalement, c'est clair. Est-ce que les candidats peuvent commencer les recherches de famille avant de payer les frais ou est-ce qu'il faut qu'ils payent les frais et ensuite ils ont accès au profil des familles? Oui, les candidats avec l'agence, ils peuvent chercher leur famille avant de payer les frais. Et en fait, les frais sont dus seulement quand on valide une famille officiellement. Donc, on appelle ça un match officiel. D'accord. Avant, il y a 0 frais. Ça, c'est l'avantage de l'agence. Justement, par rapport aux frais, il y avait souvent une question qui revenait de pourquoi Cultural Care était un petit peu plus élevé que certaines autres agences. Est-ce que voilà, vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous apportez de plus, quelle valeur vous apportez en plus voilà, à Cultural Care que d'autres agences? Pour l'agence, en fait, nous, on a quand même un service qui est rapide. On a des numéros d'urgence 24 heures sur 24. Nos collègues sont sur place. On a un siège qui est à Boston. On est vraiment sur place. Nos consultants sont sur place. Donc, c'est vrai qu'au niveau du suivi, c'est 100% qualité. Pour ça, on ne peut pas dire. Après, il faut nous appeler, il faut nous demander si besoin, bien évidemment. Voilà, par email. Moi, je peux appeler des États-Unis, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'au niveau suivi, qualité, on est là pour ça. En termes de famille, de nombre de familles, on a le plus large choix de familles à ce niveau-là. Donc, c'est aussi intéressant. Lorsque le dossier est en ligne, on a quand même beaucoup de chances d'être contacté par des familles. Et comme Megan le disait, voilà, le suivi, le dossier, c'est le même et il est suivi de la même manière que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, on appelle les États-Unis ou la France, on donnera les mêmes infos aux candidats. On sait à tout moment où il se trouve, quelle est la personne référente. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir appeler tel ou tel bureau, que ce soit les bureaux aux États-Unis ou en France. Ça sera la même info qui sera donnée aux opères. En tant qu'agence, on est quand même transparent sur les prix. Effectivement, on peut être plus cher. Donc, je sais que c'est beaucoup une question. Pourquoi on est plus cher que d'autres agences? Donc, le service, c'est sûr. Et puis, il y a vraiment un package où il y a 0 frais qui sont comment dire, cachés. Il n'y a pas de frais surprise. C'est tout un package. Les billets d'avion, tout ce qui est l'assurance, tout ce qui est le suivi aux États-Unis, même après le retour, c'est important. Tout ça, c'est compris quand même. Donc, pour passer une année aux États-Unis, voilà, c'est pas mal. Merci d'avoir répondu à cette question. Comment ça se passe le jour voilà, du départ quand on part aux USA avec Cultural Care? Alors, en temps normal, quand on part depuis l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Donc, il y a généralement plusieurs opères qui partent le même jour. Donc, on a la possibilité de se retrouver à l'aéroport. Généralement, on a une petite étiquette sur son bagage, donc ça permet de se reconnaître avec les autres personnes qui partent le même jour que nous de l'agence. Donc, on s'envole vers New York. Là où on atterrit, on est accueilli par une personne de Cultural Care qui va nous amener jusque sur le campus de la Training School. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur une autre question. Mais voilà comment ça se déroule le jour J. On part depuis Paris pour aller sur New York. D'accord, ok. Et du coup, comment se passe la Training School? Parce que moi, je suis allée en 2013. Je pense que ça a dû sacrément changer depuis. Donc, comment ça se passe maintenant la Training School avec Cultural Care? Donc, on arrive généralement le lundi. Donc, les départs sont le lundi. On arrive le lundi aux alentours de midi ou en début d'après-midi sur New York. Donc, comme je disais, une personne de l'agence vient nous récupérer et nous emmener jusque sur le campus qui est juste à côté de New York. Donc, le lundi, c'est histoire d'arriver tranquillement, de se mettre à l'aise sur le campus. Et ensuite, le mardi, mercredi et jeudi, c'est 3 jours qui sont réservés à des cours pour mettre les opères dans le bain pour l'année future. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cours sur la garde d'enfants, l'aspect sécuritaire, des petites choses à savoir aux États-Unis. Donc, c'est plein de petits conseils qui sont donnés pendant ces 3 jours-là. Ça se fait via des petits ateliers en groupe. On est avec des opères avec qui on va se retrouver dans le même secteur. Donc, c'est intéressant. Ça permet de se faire de nouvelles connaissances dès le début. On a aussi une visite de New York sur une après-midi. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais été aux États-Unis, c'est un moyen de découvrir directement comment ça se passe aux États-Unis en étant en plein cœur de New York. Et ensuite, le vendredi, on décolle pour notre famille ou si la famille est aux alentours de New York, elle peut venir nous chercher directement sur le campus. Pour les prochains départs, la Training School, pour le moment, étant donné qu'on ne peut pas accueillir les candidats en toute sécurité, donc c'est vraiment pour la santé des candidats,
des personnes sur place, c'est mieux. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise la training school en ligne. Donc, tous les cours, ils sont dispensés de la même manière, mais en ligne, donc via Zoom. Donc, ça permet, pareil, de suivre les cours, d'avoir les premiers conseils qui sont donnés depuis chez soi avant de pouvoir partir. On peut aussi rencontrer les au-pairs, pareil, qui seront dans le même secteur que nous. Les ateliers se déroulent de la même manière, mais pour le moment, ça se fait uniquement en ligne, comme je disais, pour la sécurité des candidats et du personnel. Et dès que ça sera possible, à nouveau, ça sera possible, si la sécurité le permet, pour la santé de tous, de pouvoir retourner sur le campus et de pouvoir refaire la training school. D'accord, ça marche. Pendant le séjour, est-ce que vous offrez donc un suivi? Donc, quel genre de suivi vous offrez sur place avec Cultura? Alors, on a une consultante locale qui sera sur place. Donc, cette personne-là, elle habite à moins d'1 heure de chez l'au-pair. Donc, ça peut être très proche. À titre d'exemple, la mienne habitait à 10 minutes de chez moi, dans des endroits où il y a un petit peu moins de monde et moins d'au-pair. La consultante locale sera peut-être un petit peu plus éloignée, mais maximum 1 heure. Donc, cette personne-là, elle est là généralement le premier week-end pour accueillir l'au-pair, pour faire un petit point avec la famille, être sûr que tout le monde ait bien les mêmes attentes. Et ensuite, cette personne-là, on la voit au minimum 1 fois par mois. Elle organise des meetings avec les au-pairs du même secteur dont elle s'occupe. C'est un moyen pour les au-pairs de pouvoir se rencontrer, de pouvoir être dans la vie locale. Généralement, ça se fait autour d'une petite activité. Donc, voilà, ça peut être voir un match de baseball, un match de basket. Ça peut être aller au bowling, aller manger un bout au restaurant ensemble. Donc, cette personne-là, elle organise ces meetings 1 fois par mois. Et elle est là pour quoi que ce soit. Donc, si on a la moindre question, le moindre besoin, on se tourne vers elle en priorité. Elle est là pour ça. Si on a le moindre souci, c'est elle qui va pouvoir répondre à toutes nos questions, en plus des personnes qui sont présentes dans nos 2 bureaux aux États-Unis. Donc, il y a un bureau à Boston et un bureau à Denver. Donc, voilà, ces consultantes locales-là, elles sont vraiment pour vous aider. Elles sont là pour aider pendant la… Ok, ça marche, ça marche. C'est bien, parce que c'est vrai que c'est rassurant. Souvent, voilà, les parents, les au-pairs, ils ont toujours un peu ce truc de dire que bon, tu pars à l'autre bout du monde, mais est-ce qu'il y a vraiment… Toujours. Toujours. Voilà. Cette personne-là, elle est vraiment là pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, elle veut aussi donner des petits conseils sur les choses intéressantes à faire dans le coin pour pouvoir sortir, rencontrer du monde. Donc, voilà, c'est vraiment une personne qui est au sein de la vie locale. Donc, elle connaît pas mal de choses et elle est vraiment là pour donner des idées. C'est vrai. Moi, je sais que ma conseillère, elle faisait des petits rendez-vous chez elle. Elle avait une piscine, elle avait toujours du coca, des gâteaux. Des Pareil. Ah ouais, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa, carrément. Est-ce qu'il y a des règles que la famille peut imposer? Des couvre-feux, des interdictions? Des fois, on me dit, est-ce que j'ai le droit de vivre à part travailler? Alors, j'imagine, en théorie, c'est quand même oui. Quand même. Quelles sont les règles qu'une famille peut imposer à une au-pair? Alors, du coup, quand on vit dans une famille, on vit en communauté. Donc, c'est un petit peu les mêmes règles que quand on vit chez soi avec ses parents, par exemple. Donc, il y a des règles de vie commune que les familles peuvent décider. Voilà, en accord avec les au-pairs, généralement, elles inscrivent ces règles dans leur dossier en ligne. Donc, les au-pairs sont au courant dès le début. Après, on sait qu'on doit s'occuper d'enfants, donc il faut être en forme le lendemain. Donc, ne pas rentrer tard le soir ou ce genre de choses. Voilà, c'est toujours bien d'en discuter avec la famille. La famille est là aussi pour ça et restera ouverte si vous souhaitez en discuter avec eux. C'est des questions à poser pendant la recherche. Il n'y a pas de règles particulières qui sont imposées aux au-pairs. Et après, comme je dis, c'est des règles de vie communes. Donc, c'est libre à chaque famille. Ok. On sait qu'il y a des cours à prendre sur place aux États-Unis. Normalement, c'est obligatoire, c'est bien ça? De prendre au moins quelques cours. Donc voilà, comment ça se passe? Quels sont les nombres de crédits à peu près? Voilà. Alors du coup, on a effectivement des cours à suivre pendant l'année. Donc on a 6 crédits universitaires américains à valider. À titre indicatif, ça représente un volume d'heures entre 70 et 90 heures de cours pour une année complète. C'est-à-dire que ce n'est pas un cursus complet. C'est des cours qu'on va suivre pendant son temps libre, donc en dehors du temps de travail et de la garde d'enfants. Les cours, ils sont libres, donc c'est à nous de les choisir. Donc, on peut prendre la matière qui nous intéresse. Et la famille, elle nous donne une bourse d'études de $500 pour payer ses cours. Les $500, généralement, ils sont suffisants pour valider les 6 crédits réglementaires. Après, si on veut prendre plus de cours parce qu'on a plus de temps libre, c'est libre à chacun. Il faudra peut-être compléter un petit peu avec son argent de poche. Mais c'est le minimum qui est requis pour valider son année d'au-pair. D'accord. Alors, moi, souvent, on me pose la question, est-ce qu'on peut être étudiant à temps plein et être au-pair? Est-ce que ça se fait d'une façon ou d'une autre? Peut-être pas la première année, mais est-ce que ça peut être possible? Alors, ça reste compliqué puisque du coup, l'au-pair travaille la semaine jusqu'à 45 heures par semaine.
Donc, généralement, quand on travaille 45 heures, on a très peu le temps de pouvoir étudier à côté de ça et de suivre un cursus complet, une année universitaire complète. Donc, ça reste compliqué, mais comme je disais, il y a les cours qu'on peut suivre. Si on a un petit peu plus de temps libre que certaines autres personnes, il y a la possibilité de prendre plus de cours, mais de faire une année complète de cursus universitaire, ça reste quand même très compliqué. Ouais, donc je pense que c'est plus quand les enfants sont déjà un peu plus grands, qui sont longtemps, ils restent longtemps à l'école avec des enfants en bas âge, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué du coup. Voilà. Après, si on arrive à trouver des cours qui correspondent à notre emploi du temps, Ouais. c'est totalement possible de suivre ces cours. Après, voilà, les études universitaires américaines restent quand même chères. Donc voilà, si on a le budget pour le faire et qu'on a le temps libre pour le faire, c'est libre à chacun. Après, il faut avoir un visa qui correspond aussi. Donc, le visa J1 au pair permet de passer ses 6 crédits universitaires, mais ça ne permet pas de valider une année. Il faut, du coup, dans ces cas-là, hors agence, changer son visa, faire un autre visa pour être étudiant à temps plein. Ça, c'est la seule solution pour vraiment devenir étudiant à temps plein. Ouais, donc c'est qu'en général, moi je sais que j'ai déjà eu des exemples, c'est des filles qui ont été au pair pendant 1 an, 2 ans, et comme après les enfants étaient suffisamment grands, elles pouvaient changer, comme tu dis, le visa en étudiant et revenir au pair. Mais c'est vrai que c'est très, très, très spécifique pour le coup. Oui, oui. Ah, c'est oui. On va parler de vacances, du coup. Voilà. Combien il y a de jours de congés, de vacances comment ça se passe quand on est au pair aux USA? Alors, du coup, au niveau des congés, on a droit à 1 jour et demi de congé par semaine. On a le droit à minimum un week-end complet de libre par mois et on a le droit à 2 semaines de congés payés pendant l'année. C'est 1 jour et demi de congé. Ils peuvent être pris à différents moments de la semaine. Ça dépend des besoins de la famille. Le week-end complet, un samedi, dimanche de complet minimum par mois. Et les 2 semaines à prendre en accord avec la famille. On peut prendre quelques jours de vacances à différents moments de l'année. On peut prendre une semaine complète ou 2 semaines complètes. C'est des choses à discuter avec la famille directement pour que ça corresponde aux attentes de chacun, tout simplement. Quand on tombe malade, comment ça se passe? Est-ce qu'on est pris en charge? Ou est-ce qu'il faut, voilà, comment ça se passe? Ouais, alors du coup, dans les frais de programme, on a une assurance qui est incluse. Donc, ça permet de ne pas avoir à chercher une assurance partout. On a l'assurance qui est directement incluse. Donc, cette assurance, elle est là pour couvrir tous les imprévus qui pourraient arriver sur place au niveau maladie, accident, vol, responsabilité civile. C'est une assurance qui est assez complète pour couvrir tous les imprévus qui peuvent arriver sur place. Quand on connaît le coût des frais médicaux qui sont quand même assez élevés, c'est toujours rassurant d'avoir cette assurance. Voilà, comme je dis, s'il y a un pépin ou quoi que ce soit sur place, on est couvert grâce à l'assurance qui est directement incluse dans les frais. D'accord. Ok. Donc voilà, cette assurance, comme je dis, elle est quand même assez complète au niveau imprévu. Donc, c'est toujours rassurant d'avoir une assurance qui peut nous couvrir pendant l'année. Est-ce que c'est possible de faire un séjour vacances d'une semaine en France, par exemple, quand on est au pair aux États-Unis? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, il y a 2 semaines de congés payés pendant l'année. Ces 2 semaines, on peut les utiliser un petit peu comme on veut, toujours en accord avec la famille. Donc, si on souhaite les utiliser pour rentrer en France, c'est totalement possible. Donc, le billet d'avion, bien sûr, il sera à notre charge puisque c'est pendant nos vacances. Ce n'est pas la fin du programme. Donc, on peut rentrer si on le souhaite, si on a un événement particulier ou si on souhaite tout simplement rendre visite à la famille, c'est possible. Si la famille est d'accord, il n'y a aucun souci pour ça. D'accord. Et encore mieux, c'est d'avoir ces vacances, de pouvoir voyager aux États-Unis avec de la famille qui viennent. Ça, c'est plus sympa. C'est vrai. Ouais, complètement. Complètement. Et tant qu'à faire quitte à y être, autant y rester. Moi j'ai fait un road trip au Mexique. Ma mère était en santé. Mon billet m'a coûté $300. Son billet lui a coûté 1 000 €. En qu'un an, ça passe vite. 2 semaines, c'est pas énorme. Donc, c'est toujours bien de pouvoir les utiliser pour pouvoir voyager. Après, il reste le 13e mois qui est offert à la fin de l'année. C'est un mois qui est optionnel. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais il sert justement si on souhaite voyager. On peut l'utiliser entièrement le mois complet, prendre une semaine, 2. C'est libre à chacun. Mais c'est aussi intéressant pour continuer de voyager après son expérience. Oui, totalement, c'est clair. Je pense que la plupart des opérateurs en général en profitent bien comme il faut le souhaiter d'ailleurs. Oui. Du coup, on passe sur la partie moins rigolote. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Voilà, si on ne s'entend pas avec la famille, quelles sont les étapes? Voilà, comment ça se passe voilà, si on ne s'entend pas avec sa famille? C'est des problèmes. Allez, c'est pour moi ça. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de problème? Déjà, il faut le signaler. Très important, première étape, signaler ce qui se passe. Alors, chaque cas est différent. Il y a des cas particuliers. Donc, pour quelles raisons il faut nous en parler, il faut nous le dire. Donc, dans un premier temps, la consultante qui est sur place, puisque c'est elle vraiment qui pourra agir en conséquence, être vraiment entre vous et la famille pour voir ce qui se passe.
est-ce que ça peut se régler ou non, comment ça peut se passer. Donc, elle est un peu médiateur de la situation là-dessus. Ensuite, eh bien, si ça se passe vraiment mal, on a ce qu'on appelle un rematch et on a 15 jours pour retrouver une famille. D'accord. Ok. Euh, est-ce que la famille, pendant cette période de rematch, est-ce qu'elle peut refuser de garder l'au pair chez elle? Alors, tout dépend effectivement de ce qui se passe encore par rapport à la situation. Si c'est un rematch d'un commun accord de la famille, de l'au pair, les deux qui sont d'accord, dans ces cas-là, la famille peut très bien garder l'au pair encore pendant les 2 semaines, soit la faire travailler encore avec les enfants et donc quand elle a le temps libre, elle cherche sa famille en même temps. Ou alors, dans ces cas-là, si ça se passe vraiment pas bien, elle va chez la consultante qui l'accueille pendant ces 2 semaines. Donc, elle ne travaille pas du tout et elle a son temps complet libre pour trouver une famille. Et la consultante, elle aide aussi pendant la recherche de famille. Ok, d'accord. Oui, donc on n'est pas abandonné. Il y a, il y a des choses. Pas du tout. Ce que je dis à tous mes candidats, vraiment, pour les rassurer, c'est que s'ils ont un rematch, d'en parler, c'est la première chose. Nous, en France, on reste quand même disponible. Moi, je reste quand même disponible pour tout le monde. Il faut nous envoyer un email. On peut appeler. Les décalages horaires de 6h, 9h, c'est sûr qu'il faut être patient parfois. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la consultante en priorité sur place à qui parler. Mais vous pouvez bien sûr vous adresser à nous, à des personnes aussi de Boston. Et il faut savoir qu'on est responsable de vous. Donc, de 18 ans à 26 ans, on ne peut pas vous laisser sur le territoire comme ça. Il ne faut pas penser que si d'un seul coup, il y a un souci avec la famille, qu'on va vous abandonner. C'est interdit, hein. On est responsable. On ne peut pas vous laisser comme ça. Donc, vous êtes bien sûr accompagné pendant cette étape qui n'est pas forcément très agréable. Ça, c'est vrai. Mais vous retrouvez une famille dans la plupart des cas. Franchement, c'est stressant, c'est une situation stressante, mais ça se gère et vous êtes aidé. Totalement, totalement. Moi, j'ai fait un rematch, donc pour le coup, c'est vrai que avec Cultural Care aussi. Et c'est vrai que c'est pareil, tout le rematch, ça dure, c'est pas très très fun, mais des fois, on gagne au change. Moi, c'est que personnellement, j'ai totalement gagné au change quand j'ai fait mon rematch. Donc des fois, ça vaut peut-être presque le coup de se dire, tant pis, je passe pas cette période-là qui est vraiment pas fun, mais après, derrière, je passe une année super que vraiment de se forcer et pas être bien tout le long, quoi. C'est important, ouais. C'est important. Souvent, c'est des manques de communication entre les au pairs, les familles, les attentes. Donc, c'est important de pouvoir se dire qu'il y a des choses qui peuvent se régler. Et après, il y a le gros choc culturel. Voilà, il y a des personnes qui pensent partir une semaine aux États-Unis, connaître très bien les États-Unis. Vivre dans une famille, c'est quelque chose qui est tout autre. Les enfants, c'est pas facile tous les jours. Il faut savoir que c'est un job et les enfants, c'est pas facile. Donc, il y a des jours où on va s'arracher les cheveux, des jours où on va se dire je rentre en France, j'en ai marre. Mais quand on tient qu'on a des super moments, ben, on a du temps libre, on peut se vider la tête, on peut voyager, on a des amis au pair, d'autres amis américains sur place. C'est vraiment ce qui vous permet aussi de tenir. Mais à l'heure actuelle, un travail, il y a des bons côtés, parfois des mauvais côtés, ça dépend. Je pense que c'est complètement. Oui, c'est clair que c'est pas non plus, c'est pas toujours tout parfait, même si on travaillait en France, ce serait pareil. Pour éviter du coup ces situations de rematch, ce qui est important, c'est pendant la recherche de famille de ne pas hésiter à poser toutes les questions, même les questions qui peuvent paraître bêtes au premier abord, ne pas hésiter à les poser pour justement éviter ces situations de malentendus par la suite pendant l'année. Donc voilà, si on prend bien son temps et qu'on pose toutes les questions, en général, ça se passe très bien avec la famille pendant l'année. Ouais, je suis totalement d'accord parce que moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement excitée d'avoir trouvé une famille que je l'ai pris direct, la première qui est arrivée, sans trop vraiment creuser ce qu'il y avait derrière. En effet, ça n'a pas du tout été le bon match. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérémy. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps et se poser toutes les bonnes questions pour justement éviter ça, quoi. La mauvaise surprise à l'arrivée. Carrément. Carrément. Donc, vous l'avez déjà dit, le billet de retour, il est payé par Cultural Care. Si vraiment le rematch ne se fait pas ou qu'on n'a pas le temps de trouver une famille en 2 semaines, c'est payé. Et pareil, si vous avez une famille, on vous paye aussi le billet si vous déménagez. Oui, tout à fait. Ouais. Okay, ça marche. L'au pair peut-elle décider d'abandonner? C'est elle qui lâche tout et qui dit je rentre en France, ça ne me plaît pas. Et quelles sont les conséquences si elle fait ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on a parlé du billet retour. Dans ces cas-là, si la personne ne finit pas son année, c'est à sa charge, le billet.
Ensuite, l'autre conséquence qui peut être un petit peu plus ennuyeuse, c'est vraiment le visa J1. On ne peut plus en faire la demande. Donc, on ne peut plus du tout être au pair si on brise le premier visa qu'on a fait. D'accord. S'il y a une urgence, est-ce que les au-pairs peuvent rentrer en cas d'urgence, un problème familial, comme ça, c'est pareil, j'imagine ça c'est… S'ils rentrent définitivement, j'imagine que c'est une brisure de contrat, j'imagine. Il faut que ce soit vraiment juste temporaire. Alors, il faut savoir, hein, les familles ont un cœur, hein, bien sûr, ce aussi. Je dis ça parce que moi, j'ai eu une expérience comme ça où il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé en France. Moi, ça a été les attentats. Donc, ma famille sont à Paris. C'est l'inquiétude. On a un décalage horaire. Donc, l'exemple, c'est que moi, ma host, quand elle a vu ça à la télé, qu'elle m'en a parlé directement, elle s'est dit, oh là là, mon Dieu, il faut que tu rentres en France tout de suite. Il faut que tu vois si ta famille va bien. Bon, elle était complètement affolée. Et puis, on s'est calmé, que j'ai eu des nouvelles de tout le monde, ça a été un soulagement. Mais il faut se dire qu'ils vous comprennent. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est gravement malade, vous pouvez rentrer pour quelques jours en fonction effectivement de la famille, comment vous pouvez vous arranger. Mais il ne faut pas non plus se dire que même si vous êtes malade à un moment donné, moi j'ai été très malade pendant 15 jours, voilà, ils vous laissent vous reposer, ils vous aident. Moi, la petite, elle me préparait de la soupe avec de la terre, etc. Elle me l'amenait dans ma chambre, c'était fantastique. Donc voilà, il faut se dire que s'il y a quoi que ce soit, parlez-en à la famille, ils sont humains, ils peuvent comprendre ce genre de choses. Hein. Donc, ils ont des proches aussi. Donc, si vous avez une urgence, encore une fois, c'est au cas par cas. Hein. Je ne peux pas donner d'exemple non plus à part le mien, là, concret. Mais voilà, vous pouvez tout à fait rentrer en France et revenir aux États-Unis. Ok. Et avec l'assurance, on a un vol qui est payé par l'assurance si l'un de nos proches, nos parents, frères et sœurs, a un très grave souci de santé ou décès, ce qu'on ne souhaite bien entendu pas. L'assurance prend en charge ce billet retour vers la France si justement il y a un souci très grave avec la famille proche. D'accord. Ok. Donc, c'est oui, parce que c'est vrai que des fois, une dernière minute, ça peut monter très, très, très cher. Ok, vous êtes pas mal. C'est vraiment une bonne nouvelle aussi, du coup. Combien vous avez accompagné d'au-pairs, du coup, en 30 ans? J'imagine que ça doit être un nombre assez important. Ouais, donc voilà, un petit peu plus de 30 ans d'expérience, on fait nos 31 ans. Et on a envoyé un peu plus de 125 000 au pair au total sur cette période-là vers les États-Unis. Donc voilà, ça fait un bon nombre d'au pairs. Du coup, on a pas mal d'expérience et justement, tous les cas de rematch ou toutes les expériences qu'il peut y avoir, on arrive quand même assez bien à gérer maintenant, justement, avec cette expérience de plus de 30 ans et le nombre d'au pairs qui sont déjà partis. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un gros nombre quand même. 125 000, ça fait quand même énorme. Et quels sont, donc on parlait du prix tout à l'heure, quels sont en fait vos prix? Donc voilà, qu'est-ce que ça inclut voilà. Donc, concrètement? Alors, les frais d'agence, ils sont à 1 450 €, qui inclut du coup le billet d'avion aller-retour entre la France et les États-Unis. Il y a l'assurance dont on parlait tout à l'heure qui est incluse et qui couvre tous les imprévus une fois sur place pendant l'année. Tout le suivi qu'on a quand on est en France, mais également sur place aux États-Unis. Tout cet accompagnement-là, il est inclus dans les frais. Après, voilà, il y a quelques frais annexes. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de prévoir un budget entre 1 500 et 1 600 € pour être sûr. Donc, il y a des frais de visa, c'est des frais qui sont annexes, pas réglés directement à l'agence. Mais ce genre de frais, voilà, qui peut faire que le budget augmente un petit peu. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est entre 1 500 et 1 600 € de budget pour cette année complète. D'accord. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux futurs au pairs? Voilà, quel serait chacun votre conseil à donner aux futurs au pairs? Alors, qui commence? Jérémy, toi? Megan, je te laisse aller. Allez, vas-y. Alors, moi, le conseil que je donnerais aux futurs candidats, c'est vraiment de bien se dire que voilà, c'est 1 an, qu'il faut se lancer pour sortir de sa zone de confort, que c'est quelque chose que voilà, vous y réfléchissez depuis quelques années, que ça vous trotte dans la tête, il faut vraiment se lancer, le faire. C'est aussi, je pense qu'il faut être quelqu'un de flexible. Je pense qu'il faut aussi, si vous aimez l'aventure, les voyages, je pense que c'est un programme qui est vraiment fait pour vous, que les enfants, c'est juste génial. On apprend énormément auprès d'enfants, que c'est une grande expérience, de grandes responsabilités, qu'on en sort vraiment plus mature, qu'on a plus confiance en soi. Donc voilà, faut se lancer dans cette expérience.
Et puis Jérémy, à toi. Ouais, c'est ça, voilà, se lancer, ne pas hésiter. Si on a eu l'idée à un moment donné, ne pas hésiter à franchir le pas. Chacun a des objectifs différents, chacun ne perd pas pour la même raison et du coup, chaque personne est différente, donc l'expérience sera différente pour chaque personne. C'est ça qui est aussi intéressant. Et comme on l'a dit pendant toutes les questions, c'est varié au niveau des objectifs. Donc, certains partent pour l'anglais, certains partent pour l'expérience avec les enfants, certains partent pour découvrir une nouvelle culture. Chacun a des objectifs différents et du coup, le programme au pair englobe tout ça et permet de pouvoir compléter l'ensemble de ces objectifs. Donc, si on y a pensé à un moment donné, ne pas hésiter à franchir le pas et on ne le regrette pas. Voilà, ça fait des super souvenirs qu'on garde en tête toute notre vie, pareil. C'est ce qu'on en parle énormément ensuite. Hein. Une fois qu'on vit l'expérience, on ramène tout à l'expérience qu'on a déjà vécue. Donc voilà, on en parle énormément et voilà, c'est des super souvenirs, donc pas hésiter à tenter l'aventure. Et j'ai une dernière question par rapport à l'Amérique. Il y a plein de jeunes qui disent qu'ils ne sentent pas d'y aller parce que finalement, ils ont peur que ce soit trop dangereux par rapport, voilà, on parle souvent des armes et choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler très rapidement comment vous êtes senti? Est-ce que vous avez senti ce danger-là au quotidien en tant qu'au pair? Parce que forcément, ce n'est pas pareil quand on est résident, quand on vient en tant qu'expat. Voilà. Quel a été votre outil par rapport à la sécurité quand vous étiez au pair? Moi, je sais qu'en Californie, j'avais ma host mom qui était anti-gun. Donc, elle faisait des manifestations vraiment. Donc, moi, je n'avais pas ce sentiment où j'avais peur, en fait, parce que je trouve, après, ça c'est mon avis personnel et de façon générale, je trouve qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe où maintenant. Moi, c'est mon sentiment personnel. Après, je sais que ça peut, pour d'autres personnes, ça peut être plus important, ça peut faire un peu plus peur, mais je trouve que dans d'autres pays, ça ne veut pas dire que nous sommes aussi en sécurité à 100%. Donc, voilà. D'accord. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Donc moi, comme je disais, j'étais à côté de Chicago et Chicago, pendant de nombreuses années, ça a été l'une des villes les plus meurtrières des États-Unis. Donc en étant sur place, j'ai pas eu ce sentiment-là. Bien sûr, comme partout, il y a des endroits où il ne faut pas aller, des endroits à ne pas fréquenter et d'autres endroits qui sont totalement sécurisés, on va dire. Donc là-dessus, je ne me suis vraiment pas senti en danger à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment, comme l'a dit Megan, partout il peut se passer n'importe quoi maintenant. Donc j'ai pas plus eu ce sentiment d'insécurité aux États-Unis qu'on peut l'avoir en France à des endroits spécifiques. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, voilà, c'est comme partout. Bien faire attention à rester dans les endroits entre guillemets plus sécurisés. La famille est aussi là pour donner des conseils là-dessus. Dans la training school, il y a un policier qui nous donne des petits conseils là-dessus sur des petits détails, hein, mais qui peuvent peut-être faire la différence si jamais on est dans une situation pas facile. Ces conseils-là, ils sont valables aussi en France. Ça peut arriver n'importe où. Donc voilà, pas particulièrement en danger ou d'insécurité. Ce sentiment, je ne l'ai pas vraiment. Non, il faut savoir que, moi personnellement, je sais que la culture américaine, le port d'armes, c'est vraiment dans leur culture justement. C'est quelque chose qui fait partie d'eux depuis des années et des années. Donc c'est vrai que le port d'armes, souvent pour eux, c'est être américain en fait. C'est leur identité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré. Donc ça les choque pas par rapport à nous. On se pose plus de questions par rapport aux armes. Donc voilà. Après les mentalités changent. Hein. Je sais que effectivement il y a beaucoup d'États qui demandent que ce ne soit plus autant autorisé, qu'on ne puisse pas acheter un pistolet comme ça. Mais c'est vrai que c'est ancré dans des cultures. Oui, non, je suis d'accord. C'est ce que moi, souvent, quand on me pose cette question-là, je réponds qu'en plus, je pense en tant qu'au pair, on est dans des villes, dans des quartiers qui sont particulièrement privilégiés, donc qui ont, je pense, un taux de criminalité qui est extrêmement bas, voire inexistant. Donc, je pense que les filles au pair ou les garçons au pair, quand ils partent, en général, ils ont très, très peu de chances qu'il leur arrive quoi que ce soit, puisqu'ils sont justement dans des quartiers très, très, soit sécurisés, soit très, très privilégiés. Donc, c'est vrai que l'expérience au pair en soi, pour moi, c'est une façon assez simple et sans danger de partir à l'étranger. Et moi, j'ai pas eu non plus ce sentiment du tout. J'ai jamais eu. J'étais comme toi en Californie, du coup, donc un peu plus en nord. Donc, près d'Auckland, pour le coup, moi, j'étais pas loin d'Auckland non plus. Donc, techniquement, une ville. Danville, c'est à peu près 20 minutes d'Auckland, je pense. Donc, techniquement, la ville qui est aussi un peu comme Chicago, criminelle et tout ça, avec Tupac et tout ça. Et pourtant.
les gangs. Et pourtant, moi, j'y suis allée en soirée, machin et tout, et j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais fait embêter par qui que ce soit, et je me suis jamais sentie en insécurité. Et comme des fois, je le partage, par contre, j'ai vécu, par exemple, en France, à Montpellier, et je me suis sentie beaucoup plus en insécurité à Montpellier quand j'y vivais qu'en Californie. Donc, voilà, moi, c'est à peu près pareil. Je n'ai pas eu ce sentiment non plus de danger plus que je l'aurais eu dans une grande ville de France, quoi. Donc, tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai, le retour là, justement, dans certains endroits en France, on se sent peut-être moins en sécurité qu'à certains endroits aux États-Unis. C'est le sentiment que beaucoup ont aussi. Et voilà, on est surtout dans des quartiers résidentiels avec la famille. Donc voilà, c'est des quartiers assez calmes en règle générale. Donc c'est sûr qu'on ne ressent pas vraiment cet aspect-là. Tout à fait. Et merci d'avoir répondu à cette question, parce que c'est vrai qu'en ce moment, surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui me disent j'abandonne le projet parce que j'ai peur, parce que c'est dangereux. Donc c'était important pour moi d'avoir du coup 2 témoignages en plus du mien sur le ressenti quand on vit en Amérique. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Merci du coup à vous deux. Merci Mégane et Jérémy. Dans la bio, je vais mettre donc toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Ce sera mis à la minute près. Comme ça, si jamais vous cherchez la question, elle sera directement dans la bio. Vous ne pourrez plus juste qu'à cliquer sur la timeline. Il y aura aussi tout pour s'inscrire, le blog Cultural Care. Vous aurez toutes les informations pour aller sur Cultural Care si vous décidez de partir avec eux. Donc voilà. Et ben, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jérémy, merci à Mégane. Et à très très vite. Au revoir. Merci. Merci. Et...